Les policiers placent en garde à vue un homme de 45 ans, un habitant de la ville, qui ne tarde pas à avouer qu'il a tué Angélique après l'avoir emmenée chez lui et tenté de l'abuser sexuellement. Il dit ne pas y être parvenu. Dans la nuit, l'homme conduit les policiers dans une forêt à quelques kilomètres de Vambrechy. C'est là qu'est retrouvé le corps de la jeune fille, dénudée. Si la police a retrouvé ce suspect, c'est grâce au témoignage d'un enfant qui aurait vu partir Angélique avec un adulte mercredi, mais aussi parce que l'homme figurait dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Selon nos informations, il a été condamné à 9 ans de prison en 1996 pour un viol sur mineur 2 ans plus tôt à la Madeleine. Il est sorti de prison en 2000. Cet après-midi, la police a effectué des perquisitions dans son domicile à Vambrechy. Avant d'habiter ici, il avait vécu dans le même immeuble qu'Angélique. Ce monsieur était au-dessus de tout soupçon. Il allait chercher des enfants des autres familles. Des familles lui ont confié leurs enfants. Il en amenait même manger chez lui le midi. Il rendait service. Donc, si vous voulez, les gens sont plus qu'étonnés, ils sont effondrés, ils ne comprennent pas. Il était gentil, il nous disait bonjour, il était là-bas dans le parc, il faisait ses étirements et tout, avec ses enfants. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, je ne comprends pas. Des habitants parfois tourmentés par ces questions. Pourquoi n'a-t-on pas pu empêcher d'agir un homme déjà connu de la police? Pourquoi les voisins n'étaient-ils pas au courant de son passé? Quand on a des enfants, on se dit on devrait être au courant d'un peu ce qu'il y a dans notre entourage, mais on peut comprendre aussi qu'il y a la présomption d'innocence, etc., que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Finalement, là, par contre, la petite fille n'aura pas le droit à une deuxième chance. J'ai des enfants, j'ai 6 enfants. Ça me touche. On a une police municipale ici à Vambrechy. Ils auraient fait le rapprochement tout de suite. Tout de suite. Il habitait là dans le quartier, il aurait dû intervenir. L'autopsie du corps d'Angélique sera réalisée demain. Elle devrait permettre de vérifier le témoignage du suspect. Une marche blanche pour Angélique aura lieu mardi. Pour en revenir au passage à l'acte, je me tourne vers vous. On apprend qu'il a été énervé parce qu'elle a refusé ses avances et donc il a tué. C'est presque le comportement d'un enfant qui n'obtient pas ce qu'il veut. Oui, il y a une forme d'immaturité dans le passage à l'acte. Beaucoup de pédophiles fonctionnent, on l'a dit, avec des enfants, comme des enfants, avec une forme de vulnérabilité ou d'immaturité psychologique. Et donc, ils sont beaucoup plus à même de se rapprocher d'eux, de raisonner comme eux. Mais il est vrai que n'ayant pas cette forme de tolérance à la frustration que pourraient avoir des adultes comme nous, eh bien, effectivement, peut-être qu'un enfant ayant à un moment donné une réaction vive, se refusant à lui sur une pulsion très forte, puissante, dont il voulait avoir la satisfaction, il ait pu avoir un geste malheureux qui emporte la mort, oui. Et il ne pense pas à la suite. J'ai déjà été condamné, je vais être condamné, Disons que c'est une pulsion sur l'instant présent. Si je puis me permettre, le scénario qu'on a, pour l'instant en tout cas, ne montre pas quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire qu'on a plutôt quelqu'un qui voit de manière situationnelle, dans un lieu donné, un enfant à disposition. Peut-être l'avait-il repéré ou surveillé, il est vrai, quelque peu. Mais il la connaissait. Il la connaissait. Dans le même quelque part, il sait en gros comment elle va fonctionner. Ça va bien sûr faciliter son approche et la mise en confiance pour qu'elle vienne à lui. Mais ensuite, on a quand même une grande proximité géographique entre le lieu où il va la rencontrer et le lieu où il va aller. Et c'est en plus son domicile. C'est-à-dire que quelque part, la facilité avec laquelle on l'a vu, un témoin, un enfant quand même, et en plus, le fait qu'il avoue très rapidement... Il y a un enfant de 10 ans qui renseigne les policiers. Avec un casier judiciaire qu'on ne pouvait pas manquer quand même dans le quartier ou dans la zone, au dernier endroit où on avait vu ce personnage-là. Ça montre quand même plutôt un côté pulsionnel et très fantasmatique. Si je peux me permettre, je n'ai pas les détails exacts on l'a toujours pas, du cadavre tel qu'on l'a retrouvé en forêt. Mais il nous est quand même dit qu'il serait totalement nu. Et ça, c'est très fort d'un point de vue post-mortem pour nous, les criminologues, au sens où il y a une forme d'exhibitionnisme ou de fétichisme ou de voyeurisme dans le côté purement sexuel de ce cadavre. Sachant qu'on ne sait pas encore s'il y a eu viol ou pas, l'autopsie est attendue. Tout à fait, mais le fait de le laisser... Il a demandé à la petite fille de se déshabiller, qu'il a tenté d'abuser d'elle. Alors attendez, petite fille, elle a 13 ans. Oui, à cette jeune fille, pardon. Mais ça reste un enfant, mais à 13 ans, on peut... Il ne l'aurait donc pas rhabillée. Voilà. Non, mais on peut...
se dire que la suite, ça va être terrible. Enfin, je veux dire, c'est pas un enfant de 5 ans. Mais comprenez-moi bien. C'est une préadolescente, j'allais dire. Oui, mais de toute façon, qui ne pourrait pas consentir à un tel acte. Tout à fait. Je vous rappelle que sûr, moins de 15 ans... Pas de doute là-dessus. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la petite fille, la fille s'est débattue, effectivement, et qu'elle savait que c'était un drame, ce qui se passait. Oui. Contrairement à un jeune enfant de 5 ans qui ne pourrait peut-être pas appréhender tout de suite. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il est déjà connu donc, pour une affaire, on l'a vu tout à l'heure, où il a été condamné à 9 ans pour une affaire à peu près similaire, en tout cas dans le début. Il est condamné, il sort de prison, il récidive, et je pense, enfin j'émets en tout cas l'hypothèse que l'acte criminel, c'est-à-dire l'acte du crime de sang, c'est-à-dire de l'homicide volontaire, est peut-être lié à cette première affaire, c'est-à-dire qu'il se dit tout le monde m'a vu partir, elle peut me reconnaître, elle peut me dénoncer, donc je la tue. Peut-être qu'il faut aller chercher à cet endroit-là la raison du passage à l'acte criminel. C'est vraiment voir du court terme, parce que les policiers avaient toutes les chances de le coincer. Il y aurait, de ce fait, il l'a très bien dit, une première séquence plus immature, plus pulsionnelle, plus fantasmatique sexuellement parlant, et ensuite une phase de rationalisation, où effectivement, vu la situation, difficile effectivement de faire autrement et de la laisser en tout cas témoin contre moi. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, en parlant du mode opératoire, on le met un peu de manière extraordinaire sur un personnage non accessible. On voit bien que la colère des gens et la souffrance de ces gens-là, c'est qu'il est au-dessus de tout soupçon. C'était un voisin extrêmement agréable, gentil. Enfin, il n'y avait pas de difficulté avec ce voisin. Et marié avec deux enfants. Et marié avec 2 enfants. Oui, mais encore une fois, c'est mal connaître la pédophilie. Tout à fait. Pour la plupart d'entre eux, ils sont ancrés, je dirais, dans une vie sociale et professionnelle. Enfin, meilleur exemple, on en a parlé ces derniers temps, l'affaire Villefontaine. Cet instituteur, je vous rappelle, 80 victimes, quasiment à son actif. Au sein d'une école, il était marié avec plusieurs enfants. Tout à fait. Et au-dessus des tout soupçons. Ce sont des gens extrêmement bien intégrés, qui vont fonctionner. Ce sont des gens adorables avec les enfants. Le nombre de fois, on dit, mais il est top, il joue avec eux, il n'y a pas de difficulté. Jamais on n'aurait pu penser. Il y a de l'information, de la prévention à faire auprès de du public et de la société, de mettre en dehors cette image monstrueuse de ce que peut être un pédophile. Non, on est loin des films. C'est des gens comme vous et moi qui se présentent comme vous et moi et qui, une fois sont chez eux dans ce huis clos-là, peuvent faire ce type de crime. C'est un petit peu, on va écouter peut-être Roland Coutenceau qui est un psychiatre, et lui dit un petit peu la même chose. Il dit aussi que c'est parfois difficile d'établir un profil dans ce genre de cas, puisqu'il y a des faces cachées. On l'écoute. Le plus souvent, l'examen psychiatrique ou psychologique décrit une personnalité, mais soyons très directs, on ne peut pas tout voir. Il y a toujours la face cachée, où le sujet cache dans sa tête, dans son imagination, la partie la plus morbide. Voilà. Tu as ajouté quelque chose Oui, on parle ici d'un fantasme. C'est pour ça que Latifa Benari, présidente de l'association L'Ange Bleu, parle aussi dans les typologies bien connues. Depuis quand même les années 70-80, au FBI, il y avait une session sur les child molesters qui devrait être, à mon avis, être approfondie et transposée, le cas échéant, en France, en tout cas nourrie de ce type de travaux, parce qu'on a des abstinents. Il ne faut jamais oublier qu'un pédophile, qu'est-ce que c'est au bout du compte? C'est quelqu'un comme peut-être vous et moi ici, mais qui a simplement dans sa tête un désir sexuel sur un enfant. Il peut en rester là et être père, mère, ça peut arriver aussi des mères pédophiles, avec effectivement un travail tout à fait rangé, tout à fait honorable. C'est la face, c'est la façade, la couverture. Mais derrière, il y a effectivement toute une graduation de pédophiles plus ou moins abstinents, plus ou moins actifs, qui peuvent aller effectivement jusqu'aux prédateurs sexuels sadiques ayant effectivement la version du trou, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est absolument pas normal, il est même effectivement beaucoup plus fréquent d'avoir quelqu'un qui a ce double jeu social et qui cache, qui garde en soi effectivement cette espèce de secret intime de ce fantasme qui n'arrive même pas. Voilà. Et vous seriez étonné de voir justement les pédophiles qui viennent dans cette association. Parfois, ils se disent je vis dans la société, je suis en train de marcher, de discuter avec les uns et les autres, j'aimerais être normal. Mais ils n'arrivent pas à être normal, justement parce qu'ils ont
Dans leur tête, ils le savent bien, ce côté irrésistible, irrépressible dont ils se sentent qu'ils pourraient un jour passer à l'acte, et ils viennent la voir justement pour dire comment je pourrais ne pas passer à l'acte. Mais lui n'a pas réussi. Il y avait une pulsion, il y avait une frustration, il y avait une résistance, il y avait effectivement un facilitateur, un stresseur aussi, un événement qui a pu à un moment donné, je sais pas, une rupture, un échec qui a pu que faciliter ça. La famille soit en vacances ailleurs, sa femme et ses 2 enfants, c'est un interdit qui saute aussi. C'est un interdit qui saute, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si ça se trouve, sa femme n'était peut-être même pas au courant, parce que la première affaire, il est très jeune, il a une 20aine d'années. Ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue criminologique, je trouve, c'est comment on passe de pédophile à tueur. C'est-à-dire qu'il y a aussi un grand fossé. Je me souviens d'une affaire, par exemple, en Turquie, où il y avait effectivement le beau-père, par exemple, qui avait tué sa petite fille, la petite fille de sa nouvelle compagne. Et c'est vrai qu'il l'a fréquentée tous les jours, il ne l'a jamais incesté, puis un jour, il se met à l'enlever lui-même et aller effectivement commettre ce crime ignoble. Ce qu'on remarquera, parmi tant d'hypothèses possibles, et qu'on doit aussi peut-être citer, c'est que la petite fille peut remplacer Madame. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas assez pour lui, dans la logique du pédophile, comprenons-nous bien, de relations sexuelles avec Madame, et donc il prend ce qui est le plus facile, le plus disponible, à portée de main, ce qu'il croit, en se disant, voilà, elle me connaît, elle, ça sera bien, elle, ce sera effectivement, donc je pense tout à fait correspondant à mon fantasme, et j'y vais. Ça c'est valable ce raisonnement est valable pour les viols intra-familiaux. Pas forcément. Là, en l'occurrence, on est à 200 mètres ou à 150 pas forcément. mètres. On peut très bien voir quelqu'un qui manque à l'intérieur de sa famille d'une relation sexuelle durable ou qui correspond à ses fantasmes, critères tout à fait personnels, et qui en vient, j'insiste, à une dimension de proximité. La proximité n'est pas nécessairement à l'intérieur. Ça peut être le quartier, ça peut être l'enfant, effectivement, qu'il rencontre dans un bus. Souvenez-vous quand même d'Émile Louis. Bien sûr. C'est tout à fait ça. Chauffeur de car. C'est-à-dire, on a un individu qui vit avec les enfants, secrètement les désire et trouvera simplement le bon moment, le bon lieu correspondant à ses fantasmes pour pouvoir agir sur eux. Mais là, on s'éloigne de votre raisonnement Oui, parce que c'était un sadique. De la femme de substitution. C'est très vrai que c'était un sadique. Mais regardez la biographie d'Émile Louis avant même... Super. Avant même, effectivement, qu'il en vienne à cela, vous savez bien qu'il a eu quand même 2 au moins compagnes avec qui il s'était donné, aussi avec ses filles. Pour en revenir à cette affaire-là, on peut penser donc que c'était prémédité, qu'il a attendu un moment... c'est très difficile à savoir parce que je ne cesse de répéter que vous pouvez être le plus grand criminologue du monde, vous ne saurez jamais ce qui se passe vraiment dans la tête de quelqu'un. Mais par contre, on peut lancer des hypothèses plus probables ou des tendances plus probables en disant que si vous avez un scénario dans lequel vous voyez effectivement qu'il connaît sa victime, c'est un facilitateur plutôt organisé. S'il est sur son terrain, zone de confort, qu'il connaît, c'est un facilitateur plutôt organisé. Il a effectivement des relations effectivement, où il sait que cette personnalité, ça accrochera. On l'a dit dynamique, on la sait pleine de joie de vivre, on la sait, voilà. Si à un moment donné, ils ont eu cette connivence ou cette complicité passée, c'est un facilitateur, c'est organisé. Il va chez lui. C'est chez lui, évidemment, qu'il aura le plus grand... voilà, etc. C'est là où ça va plus loin. Et excusez-moi, pour finir dans le il va ensuite se débarrasser du corps, pas chez lui. Donc il y a aussi scène de crime multiple, comme on dit, c'est-à-dire il va chercher effectivement à brouiller les pistes pour aller le mettre ailleurs. Donc cette continuité-là s'inscrit dans une tendance générale organisée. Marie ? Oui, d'autant que nous ne sommes pas sur un enlèvement. Exact. C'est une enfant qui a suivi de son plein gré. Donc ça nécessite une phase de confiance, de mise en confiance, je dirais d'apprivoisement de cet auteur, de cet individu actuellement mis en cause avec Angélique. Et vous n'amenez pas n'importe quel enfant, et surtout de 13 ans, avec quand même une certaine, je dirais, connaissance d'un danger, à suivre un individu qu'elle ne connaît pas. Nous ne sommes pas sur un enfant de 5 ans qui peut être amadoué en quelques minutes. Elle le connaît un peu, elle se dit c'est un voisin. Oui, mais ça demande... Mais qui a la maturité d'un enfant, d'une enfant de 13 ans. Ça demande un contact, sûrement depuis plusieurs semaines, voire même plus, pour amener cet enfant de 13 ans à le suivre à son domicile, sans aucune peur de sa part. En confiance. En confiance. Donc nous sommes sur une forme de prédation, quand même. Donc quelque chose, je rejoins, d'organisé. Et ce qui laisse aussi à penser qu'il y a eu un choix. J'espère qu'il n'y en a pas eu d'autres, que nous sommes sur un événement pulsionnel, mais je dirais que la pulsion ne colle pas avec le côté prédation que nous sommes en train de démontrer. Sans compter qu'il a attendu aussi que sa famille soit en vacances ailleurs.
Oui, ça c'est peut-être l'élément déclenchant. Oui, est-ce que c'était prévu, pas prévu C'est sûrement pas la première fois qu'il se retrouve seul depuis 18 ans, depuis qu'il a des enfants et une femme. Donc, il se retrouve seul et alors justement, on va faire un pas de côté et rejoindre à la PJ de Lille Georges Brenier, car cet homme est toujours en garde à vue au moment où nous parlons. Dans quelles conditions? Que se passe-t-il pour lui? On va retrouver donc Georges Brenier à Lille. Inscrit depuis 13 ans au total. Depuis ce matin, beaucoup d'habitants de la région nous ont dit justement ne pas comprendre pourquoi cet homme était fiché et pourtant en liberté. En fait, ça n'a rien du tout d'anormal. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un peu, vous savez, comme les fameuses fiches S en matière de terrorisme. En fait, ce fichier est une base de travail, en quelque sorte un gigantesque carnet d'adresses avec environ 70 000 noms à l'intérieur. Ça n'est pas du tout synonyme de surveillance policière ou de bracelet électronique. D'ailleurs, le meurtrier présumé d'Angélique avait en effet purgé sa peine de prison. Il avait une seule obligation, pointer au commissariat tous les 6 mois pour donner son adresse. Il avait d'ailleurs oublié de le faire. C'était en 2014. Il avait plaidé la bonne foi. Il avait écopé d'un simple rappel à la loi à ce moment-là. En fait, finalement, l'affaire Angélique est un résumé assez frappant des avantages et des limites de ce fichier. D'abord, il a, mine de rien, permis très rapidement d'interpeller cet homme de 45 ans. Il a joué un rôle clé dans l'enquête. En revanche, il n'a pas du tout empêché un délinquant sexuel de récidiver. Et c'est pourtant exactement pour cela que le fichier avait été créé. Tivane Pioget, on apprend à l'instant que la garde à vue du suspect a été prolongée. Oui, la garde à vue qui peut encore se prolonger jusqu'à demain soir, jusqu'à lundi soir, puisqu'elle peut durer jusqu'à 48 heures. Donc, ce qu'on apprend surtout, c'est que les enquêteurs n'ont pas fini d'interroger le suspect, qu'ils ont toujours des zones d'ombre à éclaircir, notamment est-ce que cet acte était prémédité ou non, on en parlait tout à l'heure. Et puis, dernière question, devait-il se rencontrer? Avait-il un rendez-vous? Ou est-ce une rencontre fortuite qui s'est passée entre Angélique et ce suspect? Question quand même, est-ce que ce genre de profil de tueur se met à table facilement et va tout dire d'un coup, maintenant qu'il se sait piégé et maintenant qu'il sait qu'il attend un parcours judiciaire qui va durer longtemps? Oh bah, il va dire sa vérité. Là, on a vu qu'il avait commencé très rapidement à passer aux aveux, puisqu'il emmène les enquêteurs sur le lieu où il a déposé le corps de cette jeune fille. La garde à vue se déroule. Bon, c'est assez logique qu'elle soit prolongée, puisque le procureur a certainement prolongé cette garde à vue dans le but d'avoir ces 48 heures pleines pour pouvoir faire le plus de travail possible tant qu'on a à disposition ce Et alors justement, ça va se concentrer sur quoi l'enquête là? Il y a encore du travail, on imagine, sur le terrain, les habits sûrement qui vont être analysés. Oui, enfin ça c'est pas ce qui prend le plus de temps. Je pense que c'est surtout des auditions, de savoir ce qu'il y a dans la tête de ce type et c'est le moment privilégié parce que le juge le verra plus tard, mais il se sera ressaisi. Là on est à chaud. Il vient d'être interpellé, il est placé en garde à vue et il parle. Et donc ce serait quand même dommage de s'en priver. L'autopsie aura lieu demain. Elle peut révéler des choses sur lesquelles peut-être ils pourront ensuite interroger le suspect. Et on verra si ça étaye aussi ses propos à lui jusque-là. Il risque, à votre avis, comment ça se passe généralement? Parce qu'elle vous parlait d'un soulagement tout à l'heure en passant aux aveux. Il peut donner plus d'informations maintenant qu'il est sur sa lancée, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire qu'un aveu qui est aussi rapide, même sous pression, dénote, parmi les hypothèses possibles, d'un soulagement. Donc un soulagement, ça veut dire que quelque part, c'est pris peut-être par une pulsion, mais rationalisé, imaginons, il en vient à se dire, j'ai quand même fait quelque chose de grave. Et si, je dis bien si, il ne l'a pas fait auparavant depuis longtemps, un peu comme un primo, hein, on se comprend, ou un récidiviste, enfin disons 22 ans après quand même. C'est un récidiviste. Voilà, on est d'accord. Eh bien... peut-être effectivement qu'il en a éprouvé une certaine culpabilité. Mais il sait qu'il va se faire prendre. Malgré tout. Il sait qu'il va se faire prendre. Attendez, abandonner le corps d'une jeune fille nue dans un bois. Mais justement, c'est ça. C'est presque l'impression que c'est presque un besoin inconscient de se faire arrêter, là, vous voyez. C'est presque... Je n'arrive pas quelque part à contrôler cette histoire-là, je commets un truc irréparable, mais au moins je suis sûr d'être arrêté.
C'est presque ça, vous voyez. Là, on parle entre spécialistes, on a une parfaite connaissance du système judiciaire. Je ne suis pas sûr que cet individu, chauffeur d'autocar de son État, même s'il a déjà été condamné une première fois dans les années 96, ait la parfaite connaissance du fonctionnement d'une enquête judiciaire. L'ADN, je pense qu'il y a plein de gens qui ignorent totalement ce que c'est et comment on le laisse. Et là, je pense franchement qu'on est sur une histoire qui s'est déroulée de façon très simple. C'est effectivement l'attirance de ce monsieur vers cette jeune fille. Et ça se passe mal, et dans un moment de frustration, il la tue et il va la déposer un petit peu plus loin. Donc, même en garde à vue, je pense qu'il n'y a pas 50 000 questions à lui poser. Je pense qu'on va lui parler de son passé, de sa vie, de ses pulsions. Je crois qu'on va tourner autour de ça. La réalité serait bien. Enfin, moi, je serais extrêmement contente si en garde à vue, c'était cette réalité-là de lui poser des questions. En 48 heures, en réalité, vous ne faites pas de psychologie. Il en faudrait. Des psychologues sur le temps de la garde à vue, parce que déjà à ce stade-là, il pourrait y avoir une espèce de profilage de cette parole-là et orienter les enquêteurs plus rapidement sur les bonnes pistes. Est-ce que nous sommes sur un premier, un dernier, et ça, on n'a pas. Alors, dans les 48 heures, qu'est-ce que nous faisons? Il a un certain nombre de droits, déjà de voir un avocat, de garder le silence, de répondre ou pas. Il va y avoir le temps de l'expertise médico-légale qui va arriver demain et sur lesquels il va être confronté à chaud sur les premiers résultats, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu viol ou pas viol, ça va être la première des questions, et de toute façon il va être déféré au terme de ces 48 heures, c'est-à-dire présenté à un procureur puis à un magistrat d'instruction pour être mis en examen et je dirais sans surprise très certainement placé en détention provisoire. Attendez, question, est-ce que les policiers se demandent pas aussi s'il y a eu d'autres affaires? Oui, mais ce n'est pas le dans un deuxième temps. C'est pas le moment. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps, après, une fois que leur client, entre guillemets, est incarcéré, et ils vont vérifier par sa téléphonie, par sa vie en général, si on peut éventuellement lui attribuer d'autres... sa vie. Bien sûr, ce qu'on a fait pour... Juste pour rappeler, là, il est placé en garde à vue. Manifestement, elle est renouvelée encore pour 24 heures. Elle va être... A priori, après 48 heures de garde à vue, il sera déféré devant un juge d'instruction. L'enquête débute. Vous disiez tout à l'heure, on a besoin de psychologie dans ces situations-là. Moi, je crois que les officiers de police judiciaire qui placent les gens en garde à vue savent très bien mener les discussions, savent très bien poser les questions pour confondre le mise en cause, à l'amener vers l'analyse et l'analyse de la situation que les policiers ont. Donc ils savent faire, me semble-t-il, pour avoir assisté de nombreuses fois à des gardes à vue, ils savent faire. Et ensuite, il sera déféré devant un juge d'instruction. Et là, probablement pour une mise en examen. Et là, à nouveau, le juge d'instruction pourra l'interroger. On est au début de l'histoire, on est au début de l'instruction. Ça ne fait que commencer. Donc là, aujourd'hui, on se pose évidemment des centaines de questions, mais l'instruction... c'est maintenant. C'est là notre système doit changer. C'est-à-dire pourquoi ce serait maintenant? Puisque au cours de l'instruction, il va pouvoir s'exprimer. Alors déjà, le juge d'instruction, il faut un sacré coup de pouce de la part des avocats de partie civile pour amener un juge d'instruction à s'intéresser à d'autres victimes. Ce n'est pas automatique. Les enquêteurs et les magistrats d'instruction ne vont pas automatiquement faire une démarche d'aller chercher d'autres victimes. C'est beaucoup d'argent. Il faut des moyens colossaux pour ça et une volonté de le faire. Et puis une compétence territoriale. Mais pensez à l'affaire Le Landais. Maintenant, Le Landais, il y a eu plusieurs affaires qui ont amené... attendez, sur Le Landais, c'est parce que des avocats de partie civile. Mais donc, s'il y a des éléments qui... Mais sur un dossier comme ça... On pas tous en même temps parce que... Juste pour finir en termes de... Juste une seconde, parce que je vous laisserai finir tout ce que vous voudrez. Mais puisque... on est sur ce sujet. Je pense que là, on est dans un cas d'école où pendant 17 ans, cet individu n'a a priori pas fait parler de lui. On sait ce qu'il a fait en 94 pour lequel il a été condamné en 96 et on arrive là à 2017 avec les faits qu'on connaît. Donc je pense que naturellement, aussi bien la justice que la police judiciaire va s'intéresser à son parcours sur ces 17 ans. D'autant plus qu'il y a ce fameux fichier qui permet de le confondre manifestement ici aussi dans ce cadre de cette affaire, mais ça sert à ça le fichier. Ces empreintes ADN ont été relevées en 1994. Ces empreintes ADN sont relevées, sont dans ce fichier. S'il y a d'autres affaires qui n'ont pas été reliées à celle-ci, et on a retrouvé des données génétiques, on pourrait tout à fait
le confondre si c'était mais lui. Pas automatique. Mais ça, je pense que le FNAEG l'aurait déjà dit. Pas automatique. Je pense que le FNAEG l'aurait déjà dit. Il faut soumettre les interrogé. Bon, il faut juste arrêter la naïveté dans ce type d'affaires. 48 heures, c'est peu pour avoir un certain nombre de pistes. Il faut faire du profilage dès la première heure de garde à vue. Ce n'est pas n'importe quel criminel ou délinquant que vous interrogez. Et aujourd'hui, il faut une véritable impulsion, prise de conscience sur ce que sont ces prédateurs, comment les suivre et comment aller plus loin. Justement, c'est exactement ce que dit Claude Cancès, l'ancien patron de la PJ. Regardez. Lorsque ces individus ressortent, ils doivent être soumis à un régime, comment dirais-je, s'ils sont malades, se faire soigner, etc. Et c'est souvent pas le cas. C'est le problème des drogués qui devraient suivre des traitements et qui ne les suivent pas forcément. Ouais, ce sont des malades, c'est ce qu'il dit, c'est pathologique. Et donc, comme pour tout malade, il faudrait un suivi, un traitement, c'est ça ? Oui, absolument. Mais en fait, c'est à tous les stades de la procédure qu'on devrait intégrer, de mon point de vue, la psychologie, la criminologie, en tout cas l'analyse diagnostique. Là, on a raisonné, et vous avez tout à fait raison, sur le dernier crime supposé. C'est-à-dire, il y a les policiers qui font leur travail, etc. Mais on parle de quelqu'un qui a effectivement un sentence de 22 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ces 22 ans ? C'est-à-dire au moment où il a été arrêté. Pouvait-on mettre un psychologue ou un criminologue qui analyse sa personnalité ? Au moment des gardes à vue, juste après, dans la prise en charge, dans le suivi pénitentiaire, dans la manière effectivement d'accompagner de manière beaucoup plus personnalisée le diagnostic de cet individu. Oui, mais vous savez très bien que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Imaginez tout simplement. On n'a pas. Je vous donne un simple exemple. De psychiatre, il n'y a pas de structure pour ça. Je vous donne un simple exemple si vous voulez bien. Il suffirait d'ores et déjà, pour sécuriser les procédures, qu'on ait un criminologue ou un psychologue dans les structures de police judiciaire, et ça existe déjà. Il y en a. Je pense par exemple à Florent Gatteria, ce qui est très bien. Oui, il y en a, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils sont là en temps réel, parce que ça, il faut vraiment dire que ce qu'il est bon. Et ils en viennent effectivement à additionner, de manière complémentaire, des renseignements plus psychocriminologiques. Bon. Quand on est en matière sexuelle, pathologique, qu'on n'a pas de mobile apparent, qu'on est en termes de fantasme, qu'on ait quelque chose donc justement de beaucoup plus secret, beaucoup plus subtil à déceler, bien sûr que les policiers et les gendarmes sont très minutieux et très performants. On les a vus effectivement à l'œuvre, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il y a sans doute des cas qui passent dans les mailles du filet. On a besoin d'avoir une seconde lecture, d'avoir effectivement une analyse beaucoup plus approfondie sur le sujet. Et donc des spécialistes simplement dans leur domaine qui passent au crible ces individus systématiquement me semble déjà une source de renseignement intéressante pour l'avenir. Après, qu'on le fasse... Et c'est pas si extraordinaire que ça quand même de mettre un psychologue. On les fait venir en pénitentiaire pour pouvoir les analyser sous forme d'expertise. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire d'avoir quelqu'un qui va faire plus ça, mais plus diagnostique ou criminologiquement en prison aussi? Apparemment, on le fait pas. On le fait, il y avait une autre proposition qui était arrivée sur l'affaire de Maëlys et qui a tout son sens ici. C'est la question des 48 heures de garde à vue en matière de crimes sexuels. C'est insuffisant. Je sais qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur ce point-là. Vous ne faites rien en 48 heures. Il y a quand même des affaires de stupéfiants où vous pouvez aller jusqu'à 96 heures. Ça veut dire que notre code de procédure estime que le crime ou la délinquance de stupéfiants est plus grave que la délinquance ou le crime sexuel. C'est quand même une aberration. Il faudrait que ces 48 heures basculent à minima, en tout cas pour l'association que je représente, à 96 heures. Parce que nous savons qu'une fois qu'un juge d'instruction va être saisi, que l'avocat de la défense, et c'est normal, c'est la procédure, aura accès à l'intégralité du dossier, la parole ne va pas être la même de la part de ce mis en examen. Une stratégie, et c'est la logique, c'est la règle du jeu, va être faite, va s'opérer. Donc, il n'est pas dans l'intérêt. Mais il n'est pas dans l'intérêt de cet individu-là. Je sais. On supprime les droits de la défense. Mais les droits de la défense, ils sont colossaux. Ils sont colossaux en France. C'est juste à un moment donné. C'est pas supprimer les droits de la défense. C'est juste à un moment donné, c'est de faire un équilibre. Vous êtes toutes les deux avocates. Nous sommes tous les deux avocats pénalistes, mais parfois on estime que les avocats de partie civile n'ont pas un mot à dire. Il y a juste une chose, c'est un curseur. Où est-ce qu'on le met ?
s'agissant de nos enfants? Est-ce qu'on le met au même niveau que la lutte contre la délinquance de stupéfiants, de la lutte contre le terrorisme? À mon sens, il doit être mis au même niveau. Parce que nous avons des moyens d'enquête bien inférieurs à ceux qui sont mis actuellement sur la lutte contre la drogue et sur la lutte contre le terrorisme. C'est un choix de société. C'est un choix de société. D'après moi, si le législateur a prévu en matière de stupéfiants et en matière de terrorisme des gardes à vue de 96 heures, c'est parce qu'il n'y a pas un mis en cause, mais il y a toute une série de mises en cause. La bande organisée. On n'agit pas seul, on agit à plusieurs. Donc nécessairement, il faut des investigations très importantes parce qu'il y a plusieurs personnes à interpeller. Il y a la masse des groupes. En revanche, en matière d'agression sexuelle, la plupart du temps, il s'agit d'individus uniques. Ils sont seuls la plupart du temps. Donc, me semble-t-il, la garde à vue avec des centaines de 48 heures, c'est là où le discours est différent. Et les politiques dans tout ça, ils avancent au coup par coup, les politiques. Je vous propose de réécouter Nicolas Sarkozy après l'affaire Tony Meillon. Je veux vous dire que la récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faut attendre de voir, mais si c'est l'indicible, il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Voilà, il avait pointé du doigt les failles de la justice, ça avait entraîné même une grève des magistrats. L'affaire Tony Meillon était presque devenue une affaire d'État, Tiffaine. Oui, il faut rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Une jeune fille, Laetitia Perret, qui était morte, c'était à la Bernerie en Retz, c'est en Loire-Atlantique, auprès de Nantes. Et c'était atroce, elle avait été tuée et découpée ensuite par Tony Meillon. On s'était rendu compte que cet homme-là, c'était un multirécidiviste, pas seulement pour des crimes, mais également pour des délits peu importants. Mais Nicolas Sarkozy en avait fait un peu son cheval de bataille et il s'en était pris au juge en disant vous n'êtes pas occupé de cet individu multirécidiviste et à cause de vous, cette jeune fille est morte. Et en effet, ça avait provoqué la grève des juges à Nantes, une semaine sans audience, ce qui est très très rare quand même dans cette profession. Et ce que je tenais à ajouter, c'est on parlait tout à l'heure de volonté politique et en effet, à ce moment-là, il y a une vraie volonté politique et Nicolas Sarkozy, accompagné de Brice Hortefeux, vont tenter de créer un office de suivi des délinquants sexuels qui sera retoqué une année plus tard par le Conseil d'État parce que protection des données personnelles oblige, c'est très fort dans le droit français et donc on ne pouvait pas créer cet office. Et il avait mis en place les peines planchées, supprimées par la suite par Christiane Taubira. Et puis, il y a un autre problème, c'est la prédiction. C'est-à-dire que comment voulez-vous savoir à l'avance que quelqu'un va passer à l'acte ? C'est dire qu'il est dangereux et qu'il est, par exemple, je ne sais pas, dans un fichier d'école ou petit enfant, il est déjà psychopathe. On va dire, ah, il est psychopathe ce jeune. En l'occurrence, Tony Meillon avait déjà été condamné pour un viol collectif. Et ça, c'est valable pour beaucoup de cas. Mais en plus, voilà, c'est compliqué de prévoir et de dire voilà, que la personne peut très bien librement ne pas passer à l'acte ou passer à l'acte. Ce qui serait moins compliqué, peut-être, c'est que toutes ces condamnations soient assorties d'un suivi socio-judiciaire. Oui, mais un vrai. Pas pour et Emmanuel Macron le dit d'ailleurs. On veut éviter les sorties sèches. Pour 25 ans. Mais magnifique. Et on peut donner les moyens, là. Et on oblige, excusez-moi, mais on oblige à ce moment-là le condamné, enfin celui qui a été condamné, à être régulier. Moi, je vous invite à aller voir un juge d'application des peines. Allez dans un bureau de juge d'application des peines, vous verrez la liste des dossiers qu'il a à suivre. Et vous verrez les moyens qu'il a à sa disposition et vous serez désœuvré. Non, mais je le suis. Je le suis depuis longtemps désœuvré. Mais si vous voulez, si on veut un jour que les choses changent, il faut lancer des idées. Et cette idée de faire des suivis sur 20 ans ou 25 ans, là, cet individu a quitté la prison en 2000, il récidive en 2017. Ça veut dire qu'en 2017, il n'est pas soigné. S'il avait vu un psychiatre tous les mois et si c'était, je dirais, soumis à un contrôle
psychiatrique, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et c'est pas très compliqué ça à mettre en place. C'est pas. Mettons-le en place. Il faut peut-être simplifier. Là, on est en train de voir pour simplifier la cour d'assises, on pourrait simplifier ça aussi. Oui, je ne suis pas contre. Au contraire, je suis pour. Mais encore une fois. Pour reprendre le témoignage d'une magistrate avec qui j'avais discuté, qui me disait c'est pas parce que vous placez sous contrôle judiciaire un délinquant sexuel, quelqu'un d'accusé de viol, qui respecte son contrôle judiciaire. Et ils font comment au Canada Pardon ? Comment ils font au Canada ? Je ne sais pas comment ils font au Canada, mais Canada, pour autant, il ne va pas recommettre. En Canada, ils vous mettent en prison. Non, je ne suis pas fataliste. Qu'est-ce qu'ils font au Canada ? Au Canada, ils vous mettent en prison si vous ne respectez pas votre contrôle judiciaire, systématiquement. Mais en France aussi. Non. Bah non. Vous ne respectez pas votre contrôle judiciaire, bien sûr. Mais déjà, on n'en met pas. Mais on n'en met pas. Mais nous on n'en avons met des pas. confrères en défense pour ça. Ils sont rarement en détention. Ils signaient tous les 6 mois. Il faut mettre des filtres. En fait, c'est ça, c'est la question des filtres, il faut les superposer. S'il y avait effectivement un suivi pendant 18 ans, un suivi psychiatrique pendant 18 ans, avec des rendez-vous réguliers chez un psychiatre, mais que la société prendrait en charge. Il y a 3 choses. Ça pourrait fonctionner. Diagnostic, suivi, traitement. Oui. Diagnostic, suivi, traitement. Ouais. Diagnostic au plus tôt, et on a les par moyens, des spécialistes. On a les moyens, parce que, attendez, c'est très beau de dire ça. Mais après, on entendait Roland Coutenceau. Roland Coutenceau, c'est un vrai spécialiste. Je pense qu'il peut former des gens. Je pense qu'on peut faire des formations pour les policiers et gendarmes, par exemple, assez facilement à mettre en place. On a une idée du nombre de délinquants sexuels en France, d'ailleurs ? Il y a 50 000 personnes dans ce fichier. Ah oui. Dans ce fichier énorme. Ça ne veut pas dire. Attendez, donc il faut suivre 50 000 personnes. Attendez, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous condamnés. Ça veut dire qu'ils ont tous été mis en cause. Il y a les condamnés et les mis en cause. Mais ça veut dire qu'il faut suivre 50 000 personnes. Alors, mise en cause, ça veut dire peut-être placé en garde à vue pour infraction sexuelle et après, ça ne suit pas. Alors, il y a une mise en examen, mise en cause. Il y a une autre question. Il y a une autre question qui se pose dans ce dossier. Pourquoi l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée ? On sait que les critères sont extrêmement précis. On va voir les cas où elle est déclenchée, elle ne l'est pas, avec ce sujet d'Henri Dreyfus. Une sirène stridente, désormais connue de tous, ou presque. En 10 ans, l'alerte enlèvement a été activée à 20 reprises en France. Son efficacité est prouvée, les parents de Bérénice peuvent en témoigner. Alors âgée de 7 ans, leur fille a été kidnappée le 23 avril 2015. L'alerte enlèvement est déclenchée le soir même, la photo de Bérénice diffusée partout en France. Acculé et à bout de nerfs, son ravisseur finit par craquer et la relâcher pour le plus grand soulagement de ses parents. S'il n'y aurait pas eu l'alerte enlèvement, la personne qui a contacté l'homme qui a pris notre fille n'aurait pas réagi. Pour nous, l'alerte enlèvement a été vraiment bénéfique. Le ravisseur de Bérénice a depuis été condamné à 5 ans de prison ferme. Pour le procureur à l'origine de l'alerte, c'est le déclenchement de ce dispositif qui a permis à l'époque d'éviter le pire. Il ressortait très clairement du dossier en finale que l'alerte enlèvement a effectivement été un des éléments déterminants de par l'aspect dissuasif que ça provoque, puisque l'ensemble des médias et l'ensemble de la population est impliqué. Pour créer ce dispositif, la justice s'est inspirée de l'alerte Amber. Elle existe en Amérique du Nord depuis 1996. En France, pour la déclencher, 4 critères doivent être réunis. Un enlèvement avéré, une victime mineure, une menace réelle et des informations déjà connues sur l'enfant ou son ravisseur. C'est des critères qui peuvent surprendre parce qu'on dit, voilà, l'un des critères, c'est qu'il faut être sûr qu'il y a eu un enlèvement. Sauf que c'est très rare, non, les cas où on voit vraiment, on sait vraiment qu'il y a eu un enlèvement. Généralement, la personne disparaît et on réalise plus tard. On l'a vu il y a pas très longtemps, en janvier dernier, le petit Tizio, qui était un nourrisson de 2 mois, qui avait été enlevé par son père à l'hôpital. Eh bien, il y avait certitude qu'il s'agissait bien du père. Bon, là, en plus, on avait les caméras de surveillance, de vidéosurveillance de l'hôpital. Mais généralement, quand on a la certitude, quand l'alerte enlèvement est mise en place, eh bien, c'est souvent quand c'est l'un des parents. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'alerte enlèvement ? Oui, parce que dans ce cas-là, on n'était pas certain qu'il s'agissait bien d'un enlèvement. Certes, elle était bien mineure. Mais ça aurait pu aider ? Critères. Ça aurait pu aider ou pas ? Oui, mais pour garder l'efficacité parce qu'il y a 100% d'efficacité quand même pour ce dispositif, pour garder l'efficacité, eh bien, il faut garder ces 4 critères. Mais il va surtout falloir connaître la date de la mort d'Angélique, ce qui sera important.
Oui, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. En revanche... Connaître le calendrier précis de ce qui s'est passé. Tout à fait, mais ça, on va le savoir, je pense, assez rapidement. Mais pour en revenir à la question que vous posiez sur l'enlèvement, on a un témoin qui voit cette jeune fille partir de son plein gré avec un adulte. Donc, il n'y a a priori pas lieu de s'inquiéter. Donc, il n'y a pas de raison de déclencher l'alerte enlèvement. Pourtant, quand la famille va signaler la disparition d'Angélique, très vite apparemment c'est traité comme une disparition inquiétante. Ce qui surprend aussi, c'est qu'ils n'ont publié, enfin en tout cas répandu son portrait un peu partout dans la ville que 2 jours après, le vendredi, on est surpris de ce laps de temps. Alors en fait, ce qui a surpris les enquêteurs, c'est aussi que ses parents ne se sont signalés que le jeudi. Et donc ça a mis, on l'a appris très tard, mais voilà, ça a mis un peu de temps pour les parents pour aller voir au commissariat. Et donc, le temps que la police mette en place l'avis de recherche de disparition inquiétante, eh bien, on était déjà vendredi. À 13 ans, on peut imaginer qu'on fait une fugue. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. Mais je crois que sa sœur, avec qui elle était très proche, estimait qu'il n'y avait pas de fugue possible parce qu'elles étaient tellement proches qu'elles s'appelaient régulièrement. Mais néanmoins, dans la tête de tout le monde, on peut imaginer qu'une jeune fille de 13 ans... Elle laisse un petit mot en disant qu'elle est partie rejoindre des amis. Donc là encore, on peut imaginer qu'elle est restée un peu plus longtemps que prévu avec ses amis, le temps de retrouver les amis, de les appeler, de les joindre, etc. Ça peut prendre du temps. De toute façon, il n'y a pas un comportement identique. Les parents ont peut-être eu un petit peu de retard pour déclencher les opérations de police, mais persuadés que leur fille était en lieu sûr, entre guillemets. On n'imagine pas que ces gens soient partis se coucher en se disant bon, ils l'ont peut-être enlevé, c'est pas grave. Non, je pense qu'ils pensaient vraiment que leur fille était restée chez avec des copines. Et elle a 13 ans, une fois de plus, donc c'est quand même une Alors justement, à 13 ans, il faut quand même faire attention, écouter les conseils de ce général de gendarmerie, le général Morel. C'est l'occasion, toujours à l'occasion de faits comme ça, de rappeler aux adolescents, que ce soit des garçons ou des filles, qu'il ne faut pas suivre, même si on a 13 ans et qu'on commence à se sentir un peu grand, il ne faut pas suivre des adultes. Il y a des prédateurs dans la nature près de chez soi, et que les ados, ils soient extrêmement prudents quand ils ont des sollicitations par des gens qu'ils ne connaissent pas. La preuve, elle se retrouve peut-être dans une situation où elle a fait confiance à un adulte et elle s'est retrouvée embarquée dans une sale histoire. Et très souvent aussi, les victimes connaissent leur bourreau, c'est ce qu'on dit souvent. C'est l'objet même, je dirais, de la difficulté de la pédophilie. C'est que nous sommes rarement dans une notion de violence, de contrainte dans les formes que nous connaissons usuellement. C'est que nous avons, surtout dans l'imaginaire collectif, le sentiment que le viol d'un enfant se passe de la même manière que le viol d'une femme dans une cave, dans ses affaires très sordides. Non, le pédophile est, comme vous l'avez exprimé, est dans un esprit très enfantin. Il va parler enfant, il va amener l'enfant à avoir une dose de confiance suffisante pour l'amener à une sexualité imposée. La notion de violence, elle n'est pas là. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Vous pourrez compléter, mais c'est la complexité. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir en face de vous des gens qui vont exprimer une violence comme ça, qui va avoir un comportement suspicieux. En réalité, c'est la personne qui va être de manière extrêmement sympathique au square, à aller pousser la balançoire, à être l'adulte que tout parent dit « lui, quand il est là, au moins, on sait que nos enfants sont en sécurité ». Quand vous avez ce type d'individu-là, en tout cas en professionnel, on se dit, celui-là, il faut aller le voir, il y a éventuellement une difficulté. C'est tout, je dirais, l'ambiguïté de cet imaginaire collectif qui fausse la donne dans l'appréhension de ces agresseurs-là. Il y a tout un travail de prévention à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas un portrait type. Moi, je rajouterais donc que souvent, ils sont fins psychologues. Il y a une forme de caméléon, c'est-à-dire de mimétisme, même parfois chez l'enfant, en se disant, voilà, il aime ceci, je vais lui proposer ça. Il agit comme ça, donc je vais vraiment m'adapter à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Et là, ce sont des pervers que vous décrivez. Mais de quoi parle-t-on sinon de pervers pédophiles? C'est-à-dire qu'on est dans la perversion, on peut en parler des kilomètres, mais en tout cas, c'est l'action perverse. C'est-à-dire là où on devrait respecter, protéger un enfant,
il en vient à aimer, lui faire du mal ou satisfaire uniquement ses propres besoins, sa satisfaction personnelle, sexuelle. Et là, je rejoins encore une fois ce qui vient d'être dit. Dieu soit loué, on peut avoir des personnes particulièrement aimantes avec les enfants, sans qu'ils soient pédophiles. On peut avoir parmi nos proches des gens qui sont très familiers, très conviviaux, très ludiques avec eux. Dieu soit loué, c'est pas des pédophiles. Pas non plus tomber dans l'excès inverse. Mais par contre, celui qui va, je dirais, rentrer trop dans l'intimité. Voilà, c'est quand vous sentez qu'il y a une intrusion dans le contact. Il se comporte presque comme un adulte, il considère presque finalement cet enfant comme un adulte, et donc désire davantage se rapprocher, toucher, regarder, embrasser, avoir une certaine emprise sur lui. Oui. Bon, c'est un des signes parmi d'autres. Mais c'est juste pour dire que dans la frontière qui est, j'ai un convivial qui est ludique, qui est sympa avec les enfants, et celui qui pourra aller plus loin, ça peut être une alerte parmi d'autres. On va retourner, en tout cas, à Vambréchy, où on le disait, la population est partagée entre la colère et la tristesse, le choc. Écoutez ces quelques témoignages. Tout autant inquiétant quand même de se dire que c'était un papa. Et comment on peut se dire qu'un papa peut faire ça à un enfant ? Je suis avec mon compagnon et je sais que c'est un papa qui ferait jamais ça à ses enfants. Donc c'était une personne malade. Les malades, il faut les soigner et il faut les laisser dans un endroit pour et pas le laisser sortir. Depuis quelques jours, on est un peu sur nos gardes et puis on est un peu surpris. Et puis on sait aussi que c'est l'école d'à côté, c'est l'école où vont aussi nos enfants. Donc oui, on est surpris. Et puis bon, ça nous pousse un peu à être encore plus vigilants sur ça. On sait que ça peut arriver un peu n'importe où, on ne peut pas prévoir, mais quand ça arrive juste à côté de chez vous, on se dit ouf, ça surprend. Son passé délinquant sexuel, oui, c'est vrai qu'on devrait plus ou moins le connaître, quoi. Parce que cette gamine, elle le connaissait, puis elle est partie avec lui en toute confiance. Et si dans le quartier on savait qu'il y avait quelqu'un comme ça, un prédateur, à mon avis que les parents auraient été plus vigilants. Voilà, la population de Vambréchy qui, encore une fois, ne comprend pas. On va rejoindre là aussi, toujours sur place, notre envoyé spécial Mathilde Guénégan pour avoir les dernières informations sur le point de l'enquête. L'enquête se poursuit. Le domicile de l'homme qui a été interpellé et qui est toujours en garde à vue a été perquisitionné cet après-midi. Les circonstances autour de la mort de la fillette de 13 ans sont encore floues. Une autopsie sera réalisée demain pour tenter d'en savoir plus. L'homme avait été condamné en 1996 pour viol sur mineur. Il était donc inscrit au fichier judiciaire national des délinquants sexuels, ce qui l'obligeait à pointer tous les 6 mois au commissariat. En 2014, il omet de donner son changement d'adresse, ce qui lui vaudra un simple rappel à la loi. Sa peine étant purgée, il reste libre. Tiffaine, on peut refaire le point sur ce qui va se passer dans les prochains jours, les suites de l'enquête. Eh bien, tout d'abord, demain, c'est une procédure importante. Ce sera l'autopsie de la jeune fille de 13 ans qui aura lieu. Et puis, la garde à vue qui a été prolongée ce soir du suspect. Et donc, du coup, il va continuer à être interrogé par les enquêteurs. Et ensuite, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, il sera très, très, très probablement présenté à un juge, déféré devant un juge. C'est le vocabulaire qu'on utilise pour une mise en examen. Il risque quoi ? C'est quoi la peine ? 20 ans de prison. Non, 30 ans. 30 ans parce qu'elle est mineure. Voilà. Parce qu'elle est mineure, ouais. Et le fait que ce soit une récidive, ça change quoi ? Oui, disons qu'il n'y aura pas d'aménagement de la peine. Il va prendre, encore une fois, s'il est traduit devant une cour d'assises, puisqu'on parle d'une cour d'assises et pas d'un tribunal correctionnel, oui, il risque une peine extrêmement lourde. Et une peine incompressible ? Voilà. Probablement incompressible parce qu'il est en état de récidive. Le maximum est en 22 ans. En plus de ça, c'est une victime mineure et en plus de ça, le meurtre est précédé d'un viol, enfin du moins d'une tentative de viol si on en croit ses dires. Le fait qu'il ait avoué, ça change quelque chose ou pas tellement ? Ça signifie qu'il collabore. Voilà, il collabore avec la justice. Et puis il emmène immédiatement les officiers de police judiciaire sur les lieux du crime. Il collabore, il est dans une démarche... une volonté participative. Voilà ce que ça signifie. Mais ce n'est pas pour autant que sa peine sera minorée parce qu'il collabore. Alors, on va écouter un autre témoignage, cette fois du père d'une victime de Guy Georges. On rappelle ce tueur en série de l'Est parisien qui avait fait une dizaine de victimes. Lui, il parle du deuil, ce deuil extrêmement difficile, et ce procès qui a été un élément très important dans ce deuil, justement. Écoutez. À la suite de la disparition de Pascal, qui a été donc la première victime de Guy Georges, je dois dire qu'il y a eu une période
pendant laquelle moi-même et toute ma famille étaient complètement effondrés. Et quand même, après le procès, ça nous a permis de nous reconstruire et de faire en sorte qu'on essaye de minimiser ce type d'agression. Voilà, ce procès qui est extrêmement important dans le deuil, ça c'est habituel dans ces cas dramatiques, c'est important pour les familles. C'est là où l'accompagnement est nécessaire, et notamment par des avocats qui ont l'habitude d'accompagner des parties civiles. Le procès, en réalité, n'est que, je dirais, la fin et en même temps le début d'un processus. La fin d'un processus judiciaire dans lequel vous allez avoir une victime, en tout cas la famille de la victime, qui va passer par différentes phases où nous allons avoir la colère, l'effondrement aussi psychologique de ces familles-là, et l'accompagnement de ces familles en tant qu'avocats. Ça reste très difficile, et nous sommes, nous, avocats parties civiles, très solitaires dans cet accompagnement-là de nos clients. Et le procès, en réalité, ils attendent des questions plus qu'une peine. Là aussi, il faut sortir de la caricature de ces familles de victimes qui veulent absolument la perpétuité ou la peine la plus haute. Non, ils ont besoin de réponses sur le pourquoi, comment, et surtout pourquoi leur enfant plus qu'un autre. Et là, un deuxième processus arrive, et c'est là, en général, où ils sont le plus seuls. Il va falloir recommencer à vivre en dehors de ce moteur qu'est le système judiciaire, parce que pendant des années, vous allez survivre parce que vous êtes en procédure, et quand la procédure s'arrête, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Ils auraient besoin d'un accompagnement autre. L'avocat s'arrête, les prises en charge psychologiques s'arrêtent, et c'est une nouvelle vie, une vie avec un manque qu'il va falloir commencer. Ou traumatisant s'y appelle. Delphine procès dans combien de temps entre nous? Ça peut prendre 2 ans, un an ou 2 ans. Le procès a une vertu, en tout cas, on attend toujours les familles de parties civiles attendent toujours de comprendre. On veut comprendre, et ça c'est fondamental. C'est vrai qu'on a toujours des questions, on attend des réponses parce qu'on veut comprendre le processus. Et on attend beaucoup d'une affaire, d'un procès, et on attend également la justice. Il y a ceux dont on n'a pas encore parlé, mais qui est la famille de ce pédophile, qui est en vacances en ce moment, sans lui, sa femme et ses 2 enfants. Vous imaginez le ciel qui leur tombe sur la tête en ce moment. Écoutez la réaction de ce maire adjoint de Vambréchy. Lui est coupable, mais pas sa famille, pas son épouse, pas ses enfants. Imaginez un petit peu le problème que ça va se poser lundi prochain à la rentrée des classes. Ce gamin n'y est pour rien. C'est quelque chose affreux pour la famille de la victime, mais affreux pour les proches de ce monsieur. Voilà, il est 21h48 sur LCI. C'est donc l'information de la journée, la découverte du corps d'Angélique qui avait disparu donc mercredi dernier dans l'après-midi dans un parc. C'est la dernière fois qu'elle avait été vue. Un homme déjà condamné pour viol en 96 a donc avoué. Ça pose beaucoup de questions en termes de suivi. La garde à vue du suspect vient d'être prolongée, Damien. Voilà, on remercie en tout cas nos invités d'être venus en parler sur LCI. On va continuer cette émission dans quelques minutes pour voir les derniers développements de ce drame du Nord et de ce drame de la petite Angélique. À tout de suite.